Je vous préviens, cette saison de Crimes oubliés est un peu particulière. Nous ne sommes pas en 1937 cette fois, mais bien plus tard, en 1983. Vous allez peut-être vous dire que ça ne colle pas avec l'angle de ce podcast, mais vous allez voir que dans cette affaire, ni l'ADN, ni les technologies n'ont été utilisées. L'affaire Labrousse est historique, par son ampleur, mais aussi par sa couverture médiatique et par ce qu'elle révèle du système judiciaire de notre pays dans les années 80. J'ai voulu écrire cette histoire en me basant sur un livre sorti tout récemment aux éditions Mareuil, L'écho des ombres, coécrit par Camille Labrousse, la fille de l'unique survivant de ce crime. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui un nouveau crime oublié. L'Oise est considéré comme le département le plus difficile de France par la police judiciaire. C'est l'affirmation d'un officier de police sur laquelle je suis tombée lorsque j'ai commencé à creuser cette affaire. Ça met de suite dans l'ambiance car notre histoire se déroule bien dans l'Oise, tout près de Beauvais. Octobre 1983. C'est l'histoire d'une famille, tout ce qu'il y a de plus banal. Il y a d'abord Jean-Jacques, le père, 41 ans, Franciane, la mère, 37 ans, et leurs 3 enfants, Caroline, 19 ans, Jean-Yves, 15 ans, et le petit dernier, Fabrice, 13 ans. Franciane est assez proche de ses parents, Georges et Christiane, respectivement 62 et 63 ans, qui habitent comme eux à Saint-Martin-le-Neu. C'est un village modeste, d'1 millier d'habitants à peine, à 10 minutes au sud de Beauvais. Tous les jours, les parents Labrousse vont travailler. Lui est employé dans une usine de sidérurgie et elle tient le stand de la marque de cosmétiques Bourjois au cœur des Galeries Lafayette. Caroline, l'aînée, est majeure et diplômée très récemment en sténodactylographie. Elle cherche son premier emploi dans le secteur. C'est une jeune femme blonde, qu'on dit jolie, et de nature joyeuse, sociable et insouciante. Depuis 2 ans, elle est en couple avec un jeune homme apprenti charcutier à Beauvais, Pascal Dolic, 23 ans. Enfin, était en couple, car fin septembre 1983, Caroline décide de rompre. Avant leur séparation, Pascal vit quasiment chez les Labrousse, alors qu'en 1983, ça fait jaser. 2 jeunes pas mariés qui vivent ensemble sous le toit familial, ça ne plaît pas à tout le monde. La famille est aimante, assez soudée, le genre de famille où les tâches se répartissent naturellement et où l'ambiance est chaleureuse. Le genre de famille à partir en vacances au camping, tous ensemble. Le père qui plante la tente, les enfants qui vont se baigner, qui retrouvent les copains de vacances. On est en 1983, l'époque bénie où le smartphone n'a pas toute la place et où les ados passent du temps à rire de la simple présence des autres. Jean-Yves et Fabrice passent beaucoup de temps ensemble, dans les bois de leur Picardie natale notamment, où ils construisent des cabanes et s'inventent des histoires d'enfants. Bref, la vie est assez douce. Jean-Yves, qui est multidyslexique depuis toujours, cherche à s'insérer professionnellement pour tenter d'arrêter son calvaire à l'école. À cette époque, les profs sont bien moins regardants et compréhensifs qu'aujourd'hui sur ces troubles de l'apprentissage qui paralysent certains élèves. L'adolescent trouve une place dans un salon de coiffure et démarre le 3 octobre 1983 sa première journée en tant que stagiaire. 5 octobre 1983. En tout début de matinée, Pascal Dolic, l'ex-petit ami de Caroline, demande à son patron à la boucherie-charcuterie l'autorisation de s'absenter en donnant une excuse fallacieuse. Il file consulter un médecin et prétexte des insomnies. Le soignant lui prescrit alors un somnifère assez puissant, du Halcyon 50 mg. Ni une, ni deux, il se procure les cachets dans une pharmacie. Puis il s'arrête faire le plein d'essence de sa voiture, une 2 chevaux Charleston, et en profite pour remplir un jerrycan de 5 litres. Il emporte le tout et il est de retour au travail dès 9h30 du matin. En fin d'après-midi, il se rend chez les Labrousse à Saint-Martin-le-Neu et la famille l'accueille. En effet, Caroline et lui sont restés amis, si l'on peut dire, ou en tout cas, elle ne lui ferme pas la porte au nez. Comme il a pu en avoir l'habitude auparavant, il prépare un repas, un grand plat de hachis parmentier, dans lequel il glisse, à l'abri des regards, quelques comprimés du somnifère réduits en poudre. Alors que Jean-Yves, l'aîné des garçons, termine sa journée de stage au salon de coiffure, il part retrouver sa mère aux Galeries Lafayette, puis traîne à la papeterie où travaille sa grand-mère paternelle, Jacqueline. Il fait la fermeture à 18h50. À 19h20, il a retrouvé sa mère et tous les deux rentrent à la maison à Saint-Martin-le-Neu. Pascal est là, il explique avoir préparé le repas, et même si Franciane, la mère, ne voit pas sa présence d'un bon œil, sa fille Caroline semble d'accord, donc
Elle accepte sa présence. Mieux encore, le père, Jean-Jacques, qui bricolait dans le jardin, remercie Pascal pour le repas et lui propose de ce fait de rester dîner avec eux. Mais Pascal refuse, prétextant qu'il est attendu chez lui, et laisse le hachis parmentier réchauffer tranquillement dans le four pendant qu'il prend congé. Pascal Dolic dîne donc chez ses parents et attend ensuite dans un bar qu'il soit minuit et quart, heure à laquelle il estime que le somnifère a agi sur les membres de la famille Labrousse. Ce soir-là, à table, les enfants discutent joyeusement, mais Jean-Jacques est soudain pris d'un malaise au beau milieu du repas. C'est la panique. Qui appeler ? Directement, Franciane pense que c'est Pascal qui les a drogués. Elle a le nez. Un peu perdue, elle attrape le téléphone fixe et appelle ses parents qui sauront sûrement quoi faire. Dans la peur, on appelle toujours ses parents, pas vrai ? Heureusement, Georges et Christiane Becquet habitent à quelques maisons de là, ils seront vite à ses côtés. Jean-Jacques et ses 3 enfants, somnolents, partent se coucher très rapidement. Franciane, elle, reste debout à vaquer après avoir enfilé sa robe de chambre. Vers minuit et quart donc, Pascal Dolic revient à Saint-Martin-le-Neu et gare sa 2 chevaux dans un petit chemin sombre à 800 mètres environ de la maison de son ex-petite amie. Pour s'introduire dans la maison, il y a 2 hypothèses. Dans la première, il attrape une échelle, monte sur le toit et casse une lucarne. Dans la seconde, il a tout simplement gardé les clés du sous-sol. Ce qui est sûr, c'est qu'il descend bien dans ce sous-sol pour couper le courant et ainsi plonger la maison familiale dans l'obscurité. Il a ramené le bidon d'essence de 5 litres qu'il a rempli le matin même et un couteau à désosser, aussi appelé couteau à saigner, qui comporte une lame de 15 cm. Arme blanche qui est monnaie courante pour lui, qui est apprenti charcutier, je vous le rappelle. À ce moment-là, c'est ce qu'il rapportera plus tard dans ses aveux, sa seule idée est d'enlever Caroline, de la sommer de partir avec lui. Bon, on a quand même des doutes sur cette version, car il a quand même pris avec lui l'essence et le couteau de boucher. Avouez que c'est limite pour quelqu'un qui veut juste convaincre sa copine de le suivre. Sauf que lorsqu'il monte dans sa chambre, Caroline se défend, puis se débat lorsqu'il devient lui-même violent. Avec un manche d'outils qu'il a trouvé là, il lui assène plusieurs coups derrière la tête. Elle contrarie son plan et la violence s'empare alors complètement de lui. Caroline court se réfugier dans la salle de bain et essaie de gagner du temps. Jean-Yves est quant à lui attaqué dans le couloir du rez-de-chaussée. Pris par surprise et groggy à cause du somnifère, il reçoit 2 coups de couteau dans le ventre et un autre dans la cuisse qu'il a heureusement réussi à dévier de son buste. Quelques secondes suffisent pour qu'il s'effondre et son assaillant le laisse pour mort au milieu du couloir. N'écoutant que son instinct de survie, il grimpe jusqu'au dernier étage de la maison où il se réfugie dans le bureau de son père. Là, il tente de calmer sa respiration, malgré la peur et la douleur. Il s'enfonce sous le secrétaire et ramène la chaise de bureau contre ses jambes pour tenter de se cacher. De l'autre côté de la porte, il entend cette voix qu'il a tant entendue ici ces 2 dernières années, celle de Pascal, demander à Caroline où est passé son frère. Depuis le rez-de-chaussée, Caroline répond et dévie ainsi la trajectoire du meurtrier. Son ex la rattrape alors, sort son arme et la tue de 19 coups de couteau, surtout au visage et au cou. Après ça, Pascal tue Jean-Jacques, le père, dans son sommeil, toujours sédaté par le somnifère, de 3 coups de couteau au niveau du thorax, dont un s'avère mortel. Puis, il tue froidement Fabrice, le petit frère de 13 ans, de 8 coups de couteau alors qu'il protège sa mère et implore Pascal de les laisser en vie. Quant à Franciane, elle reçoit 2 coups de couteau dans le dos et un qui atteint le foie. Dans le bureau de son père, Jean-Yves est en apnée. La maison redevient calme, il n'entend plus rien. Les longues plaintes se sont arrêtées, les cris ont cessé, la pénombre est toujours totale et son corps lâche enfin, il perd connaissance. Pascal attrape le bidon d'essence et enduit le corps de Franciane entre la chambre des enfants et celle des parents. Puis, il met le feu. Ensuite, il retourne à sa voiture, retire ses vêtements tachés de sang et tente de prendre la fuite, mais il a oublié ses clés dans la maison. Malgré une magouille avec les fils électriques, le véhicule ne démarre pas. Il se rend alors chez un oncle maternel des enfants Labrousse qui habite à côté. Là, l'homme lui ouvre et lui prête une veste et un pantalon. Pendant ce temps, c'est une épaisse fumée âcre qui réveille Jean-Yves. La maison brûle. Alors que les questions se bousculent dans sa tête, une petite voix lui hurle de s'enfuir, de sortir de la maison pour sauver sa vie. Les flammes dévorent déjà une partie du plancher. Au rez-de-chaussée, il bute sur quelque chose. C'est le corps de sa mère qui gît au sol et brûle tout entier.
Plus loin dans le couloir, un autre corps. C'est son petit frère Fabrice. Son esprit se dissocie de son corps, qui continue d'avancer toujours dans l'espoir de s'évader de ce cauchemar éveillé. Alors qu'il sort enfin de la maison, il aperçoit 2 taches sombres sur le macadam de la rue. Georges et Christiane, ses grands-parents maternels, sont tous les 2 morts, frappés respectivement par 18 et 19 coups de couteau. Dolik est venu jusqu'ici s'en prendre à eux. Dans sa course pour survivre, tenter d'appeler de l'aide, Jean-Yves, les mains pressant ses boyaux pour qu'ils restent dans son ventre, court jusque chez des voisins, il enjambe un parapet avec les forces qui lui restent, tout en essayant de garder ses entrailles à l'intérieur de lui. Pas de réponse. Tant pis, il faut continuer. Il se retourne, sa maison brûle à l'intérieur, avec elle, toute sa famille. De la fumée s'échappe des fenêtres, alors il ne s'arrête pas. Il va jusque sous les fenêtres d'autres voisins. Il y a de la lumière à l'étage. Il appelle au secours, mais personne ne répond. Il tambourine sur les volets, pliés en 2 par la douleur. À court d'alternative, il attrape une jardinière à portée de main et la balance contre les fenêtres, mais personne ne répond. En déployant une force surhumaine, ses dernières forces, il reprend sa route jusqu'à une 3e maison, celle de son oncle, à quelques mètres de là. À son grand soulagement, son oncle est là, de dos, devant sa porte d'entrée. Il parle avec un homme, et Jean-Yves entend. Jean-Jacques est devenu fou, il les a tous tués. Cet homme, c'est Pascal Dolik, couvert de sang. Il se retourne et fixe son regard dans les yeux de l'adolescent. Heureusement, l'oncle le prend sous son aile et le confie à sa femme, qui appelle les pompiers. Il sort ensuite pour tenter de comprendre ce qu'il se passe. Il trouve d'abord sur le trottoir le corps de Christiane, puis de Georges, et continue ainsi les découvertes successives dans la maison, où il éteint l'incendie qui a surtout endommagé le corps de sa belle-sœur, Franciane, au pied de l'escalier. Jean-Yves arrive à parler en attendant les secours, explique à sa tante que c'est bien Pascal Dolik qui est à l'origine du massacre et non son père, mort lui aussi. Il est ensuite transporté à l'hôpital de Beauvais pour être opéré en urgence. Les gendarmes arrivent à presque 3 heures du matin et embarquent Dolik, alors prostré chez les voisins, de l'oncle maternel, les Bizet. Il ne s'exprimera pas de manière cohérente avant 7 heures du matin. Sur place, les gendarmes trouvent une vraie vision d'horreur. Ils retrouvent très rapidement l'arme du crime, un couteau à désosser, dessus une empreinte digitale bien visible qu'on peut visuellement comparer facilement. Pas besoin de technologie particulière ici, car la comparaison des empreintes est utilisée depuis l'Antiquité et vraiment rentrée dans les mœurs policières au XIXe siècle. Mais évidemment, aujourd'hui, on a des logiciels qui nous permettent de gagner en temps et en efficacité, en précision. En 1983, rien de tout ça, on va donc se contenter de bien regarder. Les flics retrouvent aussi un chéquier, une pièce d'identité qui ne correspond à aucun membre de la famille et des chaussures qui appartiennent apparemment au meurtrier. Les premières heures d'enquête sont décisives. On perquisitionne la maison pour retrouver les premières constatations matérielles et récupérer les corps dont on demande tout de suite les autopsies. Au petit matin, un homme est déjà placé en garde à vue. Évidemment, c'est Pascal Dolik. Il nie tout en bloc et affirme qu'il n'est pas un tueur, mais un survivant, un rescapé de la tuerie lui aussi. Quelques témoins, les voisins, l'oncle et la tante, sont identifiés et auditionnés directement. La seule personne qui peut identifier vraiment le tueur, c'est le seul survivant, Jean-Yves. Mais le ventre à peine opéré sur son lit d'hôpital, il a du mal à faire face aux enquêteurs qui viennent l'interroger. Un immense malaise l'entoure, quelles que soient les personnes avec qui il se trouve. Il a réchappé au massacre, ça c'est sûr. Mais après l'élan de vie qui l'a poussé à fuir, à tout faire pour survivre, c'est la culpabilité qui l'envahit. Comment expliquer qu'il soit là et pas eux? Comment rationaliser qu'il ait survécu et pas eux? Comment survivre à la solitude de n'être plus qu'une famille d'un seul membre? Lorsqu'il sort de l'hôpital, Jean-Yves va vivre chez Mémé, comme il l'appelle, Jacqueline, sa grand-mère paternelle. Elle vit à la Soie-Vauban, dans un petit T2 d'une cité HLM. Elle prend soin de lui, le seul de ses petits-enfants qui soit encore là pour qu'on prenne soin de lui. Jacqueline a bien sûr pris un avocat pour se constituer partie civile. Personne ne sait quand aura lieu le procès. Ce n'est pas communiqué à la famille. En attendant, la succession est mise en attente et les analyses des autopsies sont toujours en cours pour déterminer surtout l'ordre des décès. À Saint-Martin-le-Neu, la maison des Labrousse est encore sous scellé. Bien sûr, les corps ont été déplacés, mais il reste dans les pièces les traces de violence, le sang sur le sol, l'odeur de brûlé. Puis,
Quelques jours après la sortie de l'hôpital de Jean-Yves, il apprend que Pascal Dolic a tout avoué lors de sa garde à vue. Le 10 octobre 1983, le juge d'instruction de Beauvais demande une expertise par 2 experts. M. Hagenauer pour des examens de sang et de frottis vaginaux, et le 12 octobre, l'expertise de Mme Decalouet pour des examens de sang complémentaires. On leur demandera également des expertises psychologiques de Pascal Dolic. Incarcéré à la maison d'arrêt d'Amiens, Dolic réfléchit à prendre un avocat. Il risque gros, mais là encore une fois, sa lettre pour donner sa décision n'arrive pas sur le bureau du juge d'instruction avant le 27 octobre. La lettre est datée du lundi 21 octobre. Sauf que le lundi, c'était le 24. Les erreurs de procédure s'enchaînent et finalement, il obtient à sa demande un avocat commis d'office. En décembre 83, Jacqueline, la grand-mère paternelle, emmène Jean-Yves rencontrer l'avocat, ou plutôt les avocats, qui vont les représenter, eux, les parties civiles, ce sont les maîtres Garnier. Le jeune homme ne demande que 2 choses. 1, que justice soit faite pour sa famille, bien sûr. Et 2, que Pascal Dolic ne nuise plus jamais. Car pendant longtemps, Jean-Yves a peur que Pascal revienne et termine ce qu'il a commencé, à savoir l'éradication de sa famille. L'avocat le rassure, il est en détention, il ne peut plus nuire. Il est d'ailleurs soumis à des analyses psychologiques poussées qui vont durer plusieurs années. Pendant ce temps-là au moins, Dolic ne sortira pas. Ce qu'il ne dit pas à l'adolescent qu'il a devant lui, c'est qu'il est inquiet, que les bruits courent au tribunal, que ce procès ne se tiendra peut-être même pas, car il faut être fou pour commettre de tels actes. La possibilité que Dolic soit reconnu irresponsable pèse alors très fort sur le dossier. À côté de ça, les vices de procédure se multiplient, les médias se déchaînent et ce qu'il reste de la famille se renferme sur un silence terrible. Depuis le 6 octobre au matin, le jeune Jean-Yves est hospitalisé à Beauvais. Quand il se réveille, ses souvenirs sont flous, mais ce qui est bien palpable, c'est la douleur. Il souffre de son ventre, recouvert d'un immense pansement. On prend soin de lui, et très rapidement des membres de la famille ou des amis de ses parents viennent lui rendre visite. L'attention est louable, mais il sent qu'un immense malaise s'installe entre les autres et lui. Ses proches lui disent qu'il a rêvé, que les images qui s'imposent à lui ne sont que les rejets d'un cauchemar terrible. Mais une question lui met le doute. S'il est blessé à ce point-là, pourquoi ses parents, son frère et sa sœur ne sont-ils pas à ses côtés ? À l'hôpital, tout le monde ment à Jean-Yves. Personne ne veut lui dire qu'il est seul à présent, qu'il ne peut compter que sur lui-même. Même sa grand-mère paternelle, Jacqueline, le regard fuyant et triste, tente de le protéger et de le rassurer en lui affirmant que ses parents ne vont pas tarder. Mais très rapidement, il comprend que les images des cauchemars de ces derniers jours sont bien réelles. Le cauchemar n'est qu'un reflet de la réalité. Et quand il le réalise, la claque est dévastatrice. Il prend conscience petit à petit que ce qu'il vient de se passer est un véritable massacre et qu'il va devoir vivre avec ça toute sa vie. Tout le monde est gentil avec Jean-Yves depuis le drame, mais il voit bien que plus personne autour de lui, au sein même de sa famille, n'arrive à se supporter et à se regarder en face. Ils parlent beaucoup, ils se plaignent beaucoup, ils s'engueulent beaucoup. Mais comment osent-ils, eux qui n'y étaient pas ? Il faut l'aider, le petit Jean-Yves, il faut le protéger, ou pas trop, pensent certains, sinon il ne va pas se construire correctement. Et puis il faut lui apprendre à gérer le nouveau patrimoine dont il va hériter, tiens. Mais lui sait que le couver ne suffira pas à l'apaiser, ni à le construire d'une quelconque façon. La vraie question est, que reste-t-il d'une famille après un drame pareil ? Peut-on encore être unis, garder foi en l'autre ? Ce qu'on ne cesse de lui répéter inlassablement, c'est qu'il est chanceux d'avoir encore des tuteurs et de ne pas juste avoir fini à la DAS comme d'autres gosses malheureux. Le premier Noël après le drame, l'ambiance est étrange, surtout pour Jean-Yves qui voit ses traditions familiales remplacées par d'autres. On veut le faire passer à autre chose quelque part, le faire avancer certainement. À table, on arrose la fête à laquelle personne n'a vraiment la tête, et peu à peu, les langues se délient. Tout ressurgit, les questions, les pleurs et parfois les éclats de voix se font plus présents. 2 équipes se font face. Ceux pour qui l'esprit de vengeance est la seule issue, et les autres qui essaient juste de comprendre comment la famille a pu en arriver là, les mécanismes qui ont conduit au massacre de leurs proches. Je retiens notamment cette phrase
Nous, si on avait été là, ça ne se serait pas passé comme ça. Mais qui peut dire ce qu'il aurait fait à la place de chaque membre de la famille? Qui peut affirmer qu'il aurait agi différemment? Dans une enquête pour meurtre, encore plus quand il y en a 6, il y a bien sûr le pan judiciaire, mais aussi le pan humain. Je peux vous dire que dans cette affaire, ce dernier a été complètement inhibé. Par exemple, Jean-Yves, le survivant de ce massacre, apprend l'enterrement de sa famille par un tiers quelque temps plus tard. On atteint ici les limites de la mémoire de ces moments flous et imbibés de chagrin. N'est-il alors pas en état d'y assister ou ne l'a-t-on pas convié? On ne le saura jamais à présent. Les 6 cercueils de ses parents, de son frère, de sa sœur, ainsi que de ses grands-parents, ont été alignés dans la nef de l'église de Goincourt, qui est alors l'édifice religieux le plus grand du coin, assez grand pour les accueillir tous. En état ou non, le résultat est le même, Jean-Yves n'assiste pas aux enterrements de ses proches. Lui qui était leur fils, leur petit-fils, leur frère, ne les accompagne pas une dernière fois. Faisons un bond dans le temps car la justice, comme vous le savez, ça prend du temps. Quand il y a une victime déjà, mais alors quand il y en a 6, vous n'imaginez même pas. Nous sommes 5 ans après la tuerie de Saint-Martin-le-Neu. Le 5 novembre 1988, le procureur général requiert l'annulation des 2 expertises ordonnées le 10 octobre 1983, soit 4 jours après les faits, par le juge d'instruction de Beauvais. Rappelez-vous, ce sont les expertises dont je vous ai parlé dans le premier épisode. À l'époque, ces expertises ont été confiées, sans la motivation qu'exige l'article 157 du Code de procédure pénale, à 2 experts chargés de l'affaire. Seulement, ils ne figurent sur aucune liste d'experts. Dans notre système judiciaire, les experts dépêchés pour une affaire doivent prêter serment et se trouver sur des listes d'experts avant tout dépôt de rapport d'expertise. Ça paraît logique. Ça n'a pas été le cas ici, car les différents experts ont déposé leur serment respectivement en juillet 85 et l'autre n'est même pas daté. Entre 1983 et 1988, les résultats des analyses hématologiques et psychologiques de Pascal Dolic sont contradictoires et ne font que reculer encore et encore la date du procès. Les derniers rapports qui sont établis semblent conclure à l'irresponsabilité du meurtrier, mais le procureur requiert également l'annulation des pages des procès-verbaux, de notifications ou des faits faisant expressément référence à ces expertises. Ça n'a donc aucune valeur. Le 5 novembre 1988, le procureur général décide donc qu'après annulation des expertises faites après les meurtres, Pascal Dolic est bien coupable et responsable des assassinats et tentatives d'assassinat dont il est inculpé. Il doit être renvoyé devant la cour d'assises. C'est ce que demandaient expressément les parties civiles. Dolic demande en revanche de nouvelles expertises hématologiques et toxicologiques indispensables selon lui, telles que prévues à la base par le magistrat instructeur. Ça peut vous paraître une vraie formalité, et vous avez sûrement raison. Le fait est que la justice est implacable quand on parle de process, et là, les étapes n'ont pas été respectées. Donc, tous les actes de ces experts dépêchés en 1983 sont dits nuls. Ils n'ont aucune valeur. Et ça va loin, car cette nullité s'étend à tous les serments prêtés, les communications avec Dolic ou avec les parties civiles, et même celles avec le magistrat instructeur. C'est clairement le vice de procédure qui coûte très très cher à l'enquête. Sauf que la mort des victimes remonte à 5 ans maintenant. Vous vous doutez bien que s'il faut refaire des analyses, c'est compliqué. Non seulement il ne reste plus grand-chose des corps à ce stade pour pouvoir analyser quoi que ce soit, mais en plus les premières expertises ont entraîné la destruction de tout ou une partie des matières qui ont été prélevées pour les réaliser. Donc moins de matière à prélever égale moins de résultats potentiels, et les traces de somnifères, après 5 ans, ne se trouvent sûrement plus dans les viscères des victimes. En plus, Dolic a avoué avoir mis des comprimés d'Alcyon, le somnifère qu'il s'était fait prescrire le matin du crime, dans le hachis parmentier qu'il avait préparé à la famille Labrousse le soir des assassinats. S'il y a aveu, pas besoin de refaire une expertise qui pourrait s'avérer vaine. Si les expertises gynécologiques effectuées sur Franciane et sur sa fille Caroline ont été annulées suite à ces vices de procédure, elles sont en 1988 impossibles à refaire. Mais dans tous les cas, en 1983 déjà, Dolic n'est en aucun cas accusé de viol et ses chefs d'accusation restent donc les mêmes, assassinat et tentative d'assassinat. Je vous le disais dans l'introduction de cette saison, cette affaire est historique.
Elle en dit long sur la justice à l'époque, bien que ce genre de vice de procédure arrive encore aujourd'hui. Mais elle est aussi une photographie d'une époque médiatique. Lorsqu'il est encore à l'hôpital, juste après la nuit d'horreur qu'il a vécue, encore convalescent, Jean-Yves voit débarquer un inconnu qui s'introduit dans sa chambre. Rapidement, il comprend qu'il s'agit d'un journaliste. Il veut le cliché qui va faire sensation, la photo du survivant, comme la presse l'appelle à l'époque. Il le dit dans son livre, mais c'est une violation d'intimité qu'il ne pardonnera jamais. À ce moment-là, il n'en parle à aucun de ses proches. Sa tristesse et sa colère sont tellement grandes qu'il faut tenter de trouver de la force. Malgré les émotions qui lui enserrent le cœur, il ne pleure pas. Un garçon boucher, amoureux déçu, avoue le meurtre de 6 personnes la nuit dernière près de Beauvais. Madame, monsieur, bonsoir. Il est des faits divers qui, dans l'horreur, dans la folie et aussi dans la banalité des vies qu'ils bouleversent, vont beaucoup plus loin. Les médias de 1983 n'ont qu'une idée en tête, il faut faire sensation avec cette affaire. Un sextuple meurtre, ce n'est pas tous les jours, même si le département de l'Oise est fertile en crimes d'envergure. Quelques jours après sa sortie d'hôpital, Jean-Yves entend une des amies de Jacqueline, sa grand-mère, raconter qu'elle a lu dans un article que Caroline, son aînée, avait été désossée par son ex-petite amie. D'autres articles rapportent, eux, que la maison a entièrement brûlé. Jacqueline dément avec véhémence et en dénonçant le peu d'éthique des médias qui traitent l'affaire et surtout les raccourcis que la presse fait, encore une fois pour saisir l'audimat à la gorge. Lorsqu'il croise les journalistes devant l'immeuble, Jean-Yves se contente de leur balancer des « on n'a rien à vous dire » pour tenter de les faire fuir. Dans ce genre d'affaires, les gens veulent savoir, sont curieux, et les familles des victimes sont souvent les premières à en faire les frais. Chez Mémé Jacqueline, les articles de presse s'entassent dans les tiroirs de la cuisine. Un jour, Jean-Yves tombe sur un article du journal Le Monde qui explique. Un voisin, proche des lieux du drame, un agriculteur de 60 ans, M. Roland Bizet, s'est écroulé terrassé par une crise cardiaque alors qu'il téléphonait à la police après avoir vu pénétrer chez lui le meurtrier à demi nu et ensanglanté. Sauf que l'article est faux. En tout cas, il n'est pas vrai. Lorsque la police se rend à Saint-Martin-le-Neu, c'est parce que M. Bizet les a appelés pour signaler un cambriolage avant de s'effondrer. Sa fille appelle alors les pompiers pour tenter de sauver son père de la crise cardiaque qu'il est en train de faire. Sauf que la personne qui a tenté de pénétrer chez M. Bizet, ce n'est pas Pascal Dolic ou un cambrioleur. C'est Jean-Yves Labrousse, désespéré, le ventre ouvert, en caleçon et recouvert de son propre sang, qui tente d'alerter par tous les moyens ses voisins pour obtenir de l'aide. C'est seulement là que les gendarmes et les pompiers se rendront compte qu'il y a eu un massacre dans la maison d'à côté. Plus tard, lorsque le procès s'ouvre, les médias se déchaînent à nouveau, des années après l'affaire, et distancent de nouveau les faits. Ce qui est difficile pour la famille, c'est aussi le regard de l'opinion publique sur cette histoire. Ce regard juge bien trop. Partout, on dit qu'on aurait fait autrement, qu'on aurait réagi avant, qu'on n'aurait pas laissé faire. Mais qu'en savent-ils, les gens, au chaud chez eux, leur journal sur les genoux ou la télé allumée en fond ? Les bavures médiatiques se multiplient dans cette affaire, jusqu'au cœur du procès même. Le deuxième jour d'audience, la cour d'assises est entièrement acheminée en car jusqu'à la maison des Labrousse à Saint-Martin-le-Neu, la présidente voulant permettre aux jurés de se rendre compte de l'ampleur des faits sur place. Les journalistes sont là, mais les conditions ont été clairement posées avant la journée. Pas de photos, pas de questions, pas d'interviews, rien. Mais rien n'arrête la presse, machine infernale qui cherche alors à obtenir les seuls clichés du lieu où tout s'est produit. Un journaliste prend des photos de la scène, certain d'avoir l'exclusivité, mais heureusement, la réaction est immédiate. Les avocats des parties civiles, dont Maître Garnier, mais aussi l'avocate de Pascal Dolic, informent la présidente. La pellicule du journaliste en tort est saisie, le procès peut reprendre. Ce procès va durer 6 jours. 6 jours difficiles pour Jean-Yves et sa famille, qui fait front derrière lui dans le box des parties civiles. Depuis la nuit du 6 octobre 1983, il n'a jamais revu son agresseur et le meurtrier de ses proches, à la demande de son avocat. Il redoute la confrontation avec celui qui lui a tout pris, mais le revoir,
C'est avancer, c'est se défendre, c'est faire tomber enfin le couperet de la justice. Pourquoi Pascal Delic a-t-il ainsi éradiqué une famille entière ? Comment personne n'a pu voir qu'il était un jeune homme dangereux ? Comment qualifier son acte de manière pénale et sociale ? Une partie de moi est morte le 6 octobre 1983. Ce qui est mort en moi, c'est mon enfance. Tout ce que j'ai pu vivre avec ces êtres chers qui ont été tués a disparu. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais je sais que seul moi le sens à présent. Quand tu perds 6 personnes d'un coup, c'est 6 fois plus étrange. Ça, ce sont les mots de Jean-Yves Labrousse, rapportés dans son livre « L'écho des ombres », coécrit avec sa fille, Camille, et la journaliste Constance Bostoen, pour tenter de casser le silence qui entoure cette affaire. 40 ans après le massacre de cette famille de l'Oise, on tente toujours de comprendre les mécanismes qui ont pu mener au pire. En décembre 1988, Jean-Yves a une idée bien précise de ce qu'il veut, convaincre le juge d'instruction avec qui il a rendez-vous que Pascal Delic n'est pas fou. C'est le seul membre de la famille qui connaît l'homme, il l'a pratiqué pendant 2 ans alors qu'il sortait avec sa sœur et passait tout son temps au sein de la maison familiale. Pascal Delic n'a pas seulement tué les parents de Jean-Yves, sa sœur et son petit frère, il s'est littéralement acharné sur eux. Ce n'était pas un coup de folie, et c'est cet entretien notamment qui sera décisif. Après avoir entendu Jean-Yves, déterminé à voir l'homme qui lui a tout pris derrière les barreaux, le juge d'instruction prend une décision, il y aura bien un procès. C'est presque un soulagement. L'assassin des Labrousse va répondre de ses actes et il ne ressortira pas de prison pour finir ce qu'il a commencé. Le procès de Pascal Delic, 29 ans maintenant, s'ouvre le 31 mai 1989 au palais de justice de Beauvais. Vous imaginez bien que ça grouille de monde là-dedans. Des proches de la famille, bien sûr, mais aussi des curieux qui traînent près du parvis et évidemment des journalistes, une flopée de journalistes. C'est un mercredi particulièrement ensoleillé. Les parties civiles se positionnent sur leurs bancs, les membres de la famille ne font qu'un derrière Jean-Yves. Ils attendent que la justice fasse son travail. Si elle ne le fait pas, qui sait ce qu'il adviendra de Pascal Delic, que les oncles souhaitent plus que tout voir mort. C'est la première fois que Pascal et Jean-Yves se font face depuis la nuit des meurtres. L'assassin porte l'arrêt sur le côté, chemise rayée et cravate. Présentable, quoi. Il garde les yeux fixés sur ses pompes tout le long. La première journée de procès est longue et les différentes versions avancées par les magistrats et les policiers se croisent sans jamais se rencontrer vraiment. Pascal Delic ne dit pas un mot, sauf pour nier, expliquer qu'il ne s'en souvient plus ou mentir. Le deuxième jour est consacré au récit des autopsies, notamment par les médecins légistes qui se présentent à la barre. Pour cette journée très difficile à entendre, Jean-Yves est exempté d'audience parce que c'est trop dur. C'est aussi ce jour-là, souvenez-vous, que la présidente emmène toute la cour d'assises à Saint-Martin-le-Neu pour lui montrer la scène de crime. Le troisième jour, Jean-Yves est confronté aux différents témoignages de ceux qui ont vu le carnage de Delic. Lui, qui a vécu le massacre de l'intérieur, n'a pu cette nuit-là compter que sur son ouïe. Il a surtout entendu la mort de ses proches, plongés dans le noir. Il écoute se succéder les gestes terribles d'un homme qui l'appréciait, qui l'estimait, que ses propres parents ont accueilli comme un fils à l'époque. Delic va d'incohérence en incohérence et se replie dans les mensonges. Le couteau, il l'a trouvé sur place, dans la maison. L'essence, c'était pour se suicider au cas où ça tournait mal. Bah voyons, le gars n'a pas du tout le profil de celui qui veut mettre fin à ses jours, trop orgueilleux, trop égocentrique pour penser que Caroline ne va pas vouloir le suivre. Pourtant, c'est ce qu'elle fait, elle le repousse, le rejette, se défend, et Delic sombre dans la fureur. La famille Labrousse élargie était assez d'accord au sujet de Pascal Delic. C'était un mec bizarre qui pouvait se montrer violent. Lors du premier Noël, après les meurtres notamment, on en parle autour de la table de fête. L'une rapporte qu'il avait déjà menacé Caroline à la sortie d'un de ses stages. Une amie de la famille prend la parole. Oui, c'est vrai, Franciane la mère lui en avait parlé. Elle était, disait-elle, dépassée par le tournant que prenait la relation entre sa fille aînée et le jeune charcutier. Elle n'osait pas inquiéter son mari avec cette histoire, mais se méfiait grandement de Pascal. Ce qui ressort des dialogues ce soir-là, c'est le silence de Caroline et de sa mère lorsqu'elles étaient toujours en vie, et l'indélicatesse amère des membres de cette famille qui, devant le jeune Jean-Yves, n'hésitent pas à descendre les parents Labrousse. Pourquoi Caroline et Franciane n'ont-elles rien dit sur la violence de Pascal ? Pourquoi les parents Labrousse n'ont-ils pas dénoncé ses comportements abusifs et intrusifs ? Comment ont-ils pu être assez stupides pour ne rien faire et ne rien voir ? Parce que comme souvent, ce comportement dont on parle s'est insinué progressivement.
Fin septembre 83, après 2 ans de relation un peu chaotiques, Caroline ne veut plus être avec le jeune charcutier. Il faut que ça s'arrête. Mais comme il a du mal à comprendre le non et à l'accepter, Caroline rompt avec lui et le 1er octobre 83, Dolic rentre chez ses parents après avoir récupéré ses affaires préparées dans un sac au domicile des Labrousse. Il est ulcéré, mais Pascal Dolic n'en est pas à son coup d'essai. 2 ans auparavant déjà, il a été chassé par le père d'une autre jeune femme, Cathy Paillard, qui avait refusé de le suivre et de quitter sa famille. La rancune tenace, Pascal était allé jusqu'à menacer de mort ce père protecteur. Malgré son passé et les menaces qu'il a proférées auprès de Caroline et de sa famille, les Labrousse le laissent entrer dans leur maison et leur préparer le repas. Quand on a apprécié quelqu'un, comment tout couper si prestement ? Si la relation est rompue, la confiance ne l'est pas encore. Personne au tribunal ne parle de féminicide. Nous sommes en 1989, très très loin du mouvement MeToo et même d'une quelconque prise de conscience. Ce n'est qu'en 92 d'ailleurs que sera publié dans un livre fondateur, Feminicide, The Politics of Women Killing, la notion de féminicide proposée par 2 sociologues, l'américaine Diana Russell et la britannique Jill Radford, pour désigner le meurtre d'une femme en raison de son sexe. En bref, le terme même de féminicide n'est pas connu du grand public. Pourtant, ils ont toujours existé, mais à l'époque, on appelle ça un crime passionnel. Devant son faible argumentaire pour se défendre, l'avocate de Pascal Dolic tente le tout pour le tout en remettant sur le tapis sa santé mentale défaillante. L'irresponsabilité, c'est la seule chose qui peut le sauver de prendre perpétuité. Et puis arrivent des témoignages qui ne veulent rien dire, ceux des patrons de l'apprenti charcutier. Vous savez, c'est comme les voisins aux infos qui disent « On ne comprend pas, il était gentil, il disait toujours bonjour ». Ses employeurs parlent de lui comme d'un apprenti calme, ponctuel et très serviable. Et qu'est-ce que ça montre de lui alors ? Que c'était un coup de folie, voilà, une folie passagère, inexplicable. Jean-Yves bouillonne sur le banc des parties civiles, ingurgitant, comme tout le monde, les mensonges et les déclarations qui sonnent faux. Pascal Dolic n'est pas un meurtrier malgré lui, pas non plus un criminel victime de sa folie. La nuit du 6 octobre 1983 n'était pas un accident. Dans le box des accusés, il joue le rôle de l'amoureux et conduit, une étiquette qu'on lui colle volontiers sur le front. Mais quand on aime quelqu'un, on ne le massacre pas de 19 coups de couteau. Quand on aime quelqu'un, on ne supprime pas toute sa famille. Ce qu'il s'est passé est bien plus simple à expliquer qu'une folie complexe et trouble. Lorsque Caroline a voulu se séparer de Pascal Dolic, il ne l'a pas supporté. Tous se souviennent de ce repas de famille où Caroline racontait une histoire qui ne plaisait pas à son petit ami. Pour la faire taire, il l'avait giflé. La nuit du 6 octobre 1983, Pascal Dolic a perdu pied, enragé par le peu de prise qu'il avait dorénavant sur sa petite amie, ex-petite amie. Mais ça, il ne peut pas l'encaisser. Elle lui échappe, et ça pour lui c'est insupportable. Il se sent dépossédé, parce que Caroline n'est pas son amoureuse. Elle est sa chose, elle est à lui. Quand elle le repousse pour de bon, pour Pascal Dolic, c'est son univers entier qui doit disparaître. Elle ne veut pas de lui, très bien, mais elle ne sera avec personne d'autre. Elle n'a pas le droit d'exister dans un monde où elle n'est pas à lui, ni elle, ni sa précieuse famille qui cautionne ça. Ce n'est pas de l'amour, ça, c'est juste de la possession. Dans la salle d'audience, d'autres que Jean-Yves en viennent aux mêmes conclusions, la vérité émerge. Ce sont finalement les amis de Pascal Dolic qui vont venir étayer un peu plus cette personnalité violente. Ils le présentent comme quelqu'un de jaloux et de très possessif. Évidemment, ça rajoute de l'eau au moulin des parties civiles. L'un d'eux dira « Il acceptait difficilement qu'une fille puisse le quitter. Il s'en réservait le droit. Il ne le tolérait pas. » Et un autre avouera que Pascal avait eu déjà 1 mois avant les meurtres, en septembre 83, voulu se suicider avec Caroline dans un accident de voiture. Si elle n'est pas avec lui, alors elle ne mérite pas de vivre. Il a bien été question à un moment de rumeurs concernant un viol ou des actes de nécrophilie, mais elles sont rejetées faute de preuves. Les échantillons prélevés sur les victimes ne sont plus exploitables, certaines ont été même détruites ou ne sont pas datées. Bref, toujours ces procédures menées n'importe comment. Au 6e jour du procès, le sort de Pascal Dolic sera scellé. C'est l'heure pour Jean-Yves, l'unique survivant de la tuerie, de donner sa version des faits.
Il se présente à la barre de la cour d'assises de l'Oise, bien préparé grâce à ses avocats, maître Christian et François Garnier. Il n'a plus peur. Et il se jure de regarder bien droit dans les yeux le meurtrier de ses proches et d'être inflexible. Mais Pascal Dolic ne le regardera jamais et restera fuyant. Il ne dira d'ailleurs plus un mot du procès. Jean-Yves ne revient pas sur les détails qui le hantent encore la nuit, ni sur les blessures, ni sur le corps de sa mère en bas des escaliers. Il se concentre pour rassembler ses souvenirs les plus précis possibles. Il interpelle avec courage les jurés sur la cruauté des actes commis et leur lâcheté. Assassiner 2 personnes âgées, 2 femmes, un enfant et un homme endormi. Quelle honte! En entendant le témoignage de Jean-Yves dans le box des accusés, Dolic reste glacial et stoïque. Les mots du jeune homme impressionnent la cour, mais ils sont tellement intenses que l'audience est suspendue un temps. Puis viennent les plaidoiries des avocats et cette phrase qui emporte la salle d'audience. Au nom de Caroline, de Fabrice, de Franciane, de Jean-Jacques, de Christiane, de Georges, de Jacqueline et de Jean-Yves, je vous condamne au remords à perpétuité. Les applaudissements et les cris embrasent le tribunal, demandant la peine de mort pour Dolic. Évidemment, la peine de mort est abolie depuis 8 ans, donc ce n'est pas une option. Mais devant l'emportement de tous, la présidente suspend l'audience en urgence. Finalement, le verdict tombe après plus de 2 heures de délibération. Pascal Dolic est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 18 ans. La période de sûreté, c'est une plage de temps durant laquelle le condamné ne peut pas demander sa libération conditionnelle, ni de permission de sortir ou de semi-liberté. C'est fini. Devant les journalistes, Jean-Yves est incapable de parler ou même de bouger. L'émotion est trop forte. Mais justice est rendue et la vie va petit à petit reprendre son cours. C'est sur cette condamnation que se termine cette nouvelle saison de Crimes oubliés consacrée à l'affaire Labrousse. En 3 courts épisodes, je vous ai raconté un morceau de cette histoire et je me suis énormément appuyée sur les mots de Jean-Yves Labrousse dans son livre L'écho des ombres, paru, je vous le rappelle, aux éditions Mareuil. Ce livre ne raconte pas simplement l'affaire judiciaire, mais surtout la résilience d'un homme qui a dû se construire après un tel drame. C'était une lecture pleine d'émotions, j'en ressens encore beaucoup aujourd'hui en vous parlant. Je vous invite vraiment à en faire l'expérience. Merci à Jean-Yves et Camille de m'avoir fait confiance pour vous raconter cette affaire dans ce podcast. Et merci à vous d'avoir suivi cette saison de Crimes oubliés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle saison et d'ici là, n'hésitez pas à partager ces épisodes ainsi qu'à me laisser un commentaire sur Apple Podcast si vous souhaitez soutenir Crimes oubliés.